Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux sur cet atelier, donc l'atelier numéro 1 qui s'appelle Détecter les signaux faibles, en présence du coup du docteur Cathy Ledoux, de Madame Legrand et de Madame Baron. Elles vont se présenter successivement. Et moi je suis là un petit peu pour faire le bâton de parole, le maître du temps, etc. Mais je vais appuyer sur ma souris aussi pour faire passer les slides. Voilà. Et je vais laisser la parole du coup à Cathy, à Sonia et à Françoise pour qu'elles se présentent et vous expliquent un petit peu comment ça va se passer cet atelier d'1 heure, si tout va bien. Donc moi je suis docteur Cathy Ledoux, je suis médecin légiste de formation avec du coup de fait de cette spécialité beaucoup de confrontations aux problématiques de violence en général forcément et particulièrement des violences intrafamiliales à n'importe quel âge et de n'importe quel type d'auteur. Donc voilà, un petit peu au fur et à mesure des rencontres, nous avons créé un lien, un partenariat avec différentes associations et réseaux du département. Et maintenant, on commence à bien se connaître, parce que ça fait 6 ans qu'on entretient les choses. Voilà. Oui, bonjour, je suis Françoise Baron, je suis sage-femme et conseillère conjugale et familiale. Au centre qui s'appelait Centre de planification et d'éducation familiale, qui est nouvellement appelé Centre de santé sexuelle, qui est également centre d'IVG, qui se situe au CHBA, donc avec l'hôpital de Vannes, et on a aussi deux jours sur Aurel, et lundi et mercredi. Bonjour, moi je suis Sonia Legrand, je suis donc sage-femme au réseau Périnatalité Bretagne. Donc c'est un réseau de santé régional qui est régional depuis 2 ans, qui regroupe les 4 départements. Et donc je suis sage-femme et avec la référence donc de la thématique violence en fait sur ce réseau. Donc on avait donc la périnatalité est une période qui englobe voilà toute la grossesse et jusqu'au 1 an de l'enfant et donc l'objectif, enfin oui, et un petit peu avant aussi avec la contraception, la consultation préconceptionnelle. Voilà, et donc oui, pour vous dire que donc l'objectif du réseau de santé, c'est de coordonner en fait les professionnels, de les aider à s'articuler, à mieux se connaître, pouvoir proposer des formations, leur proposer des rencontres pour qu'ils puissent s'organiser, se coordonner dans l'objectif toujours d'une meilleure prise en charge en fait des mamans, enfin des familles en général. Voilà. Et donc ce travail, effectivement, comme le disait Cathy, partenarial, on l'avait commencé en départemental. Le réseau était encore à l'époque le réseau Périnat 56. Et on avait donc travaillé à l'élaboration d'un document à destination des professionnels, en fait, ce qui nous avait permis de repérer déjà à l'époque tous les partenaires. En fait, on avait pu travailler ensemble sur plusieurs réunions et donc collaborer, démarrer cette belle collaboration et donc ensuite proposer des soirées d'échange pour les professionnels de santé, en fait, pour déjà, c'était il y a 5-6 ans, pour la détection, enfin le repérage et un meilleur accompagnement en fait des familles. Voilà. Donc on va vous proposer déjà dans un premier temps, parce qu'on a bien compris la commande et ça nous va bien, que ça soit vraiment le plus interactif possible en fait cette heure qu'on va passer ensemble. Donc on va partir en fait de vignettes cliniques qu'on a construites. Et on va, oui, ce qu'on voulait d'abord, c'était voir un petit peu les différents milieux dont vous veniez. Peut-être on vous propose de lever la main, pardon, en fonction du secteur dans lequel vous provenez en fait. Donc est-ce qu'il y a des professionnels dans cette salle du milieu déjà judiciaire, pour qu'on voit nous un peu à quel public on a affaire? Ok, merci. Des professionnels du champ médical? Quelques mains, ouais, merci. Du champ social. Et de la santé mentale. Et puis, peut-être on a oublié d'autres secteurs.
Vous levez les deux mains alors. Ok. Bon. Et la filière incendie-secours, ouais. Excusez-nous, ouais. Qui est importante. Ok. Les élus. Alors les élus, effectivement, très important. Ouais. Super. Est-ce qu'il reste des gens qui n'auraient pas levé la main, qu'on n'aurait pas identifié? Est-ce qu'il reste des personnes dans la salle qui ne se sont pas reconnues dans les catégories citées et qui... Non, tout le monde... Ok. Donc, ce qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui, donc dans le repérage de ces signes faibles, c'est de susciter un petit peu les expériences aussi, les interrogations. Et on s'est dit qu'on allait partir d'un cas clinique. Alors, on est 3 soignantes, alors on a du mal un petit peu à décentrer, mais on a essayé quand même de rester assez général pour que vous puissiez aussi vous retrouver, parce que dans vos pratiques, évidemment, on l'a bien vu, on l'a bien compris aussi ce matin avec les intervenants. Il n'y a pas que la santé qui est confrontée aux problématiques des violences intrafamiliales. On n'est qu'un petit moment du parcours d'une victime. Donc on va vous présenter donc l'histoire de Madame D, qui a 28 ans. Elle vient nous voir parce qu'elle est enceinte de son 2e enfant. C'est la première fois qu'elle vient nous voir. Et en fait, elle avait déjà pris rendez-vous et puis elle l'avait annulé au tout dernier moment pour un problème de santé. On la connaît donc peu et on voit tout de suite, dès la salle d'attente, qu'elle paraît être une personne assez stressée parce que on a 45 minutes de retard. Et oui, on n'arrive pas à tenir nos horaires. Et elle nous dit que son mari là, il doit revenir la chercher parce qu'ils n'ont qu'une voiture. Et donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc le contexte social, professionnel et les habitudes de vie de la patiente. Donc elle vit avec son mari et leur petit garçon qui est né en 2018. Ce petit garçon est scolarisé le matin. Son mari n'avait pas souhaité qu'elle allaite car il voulait donner le biberon. Ils sont en Bretagne depuis 1 an pour le travail de son mari, ingénieur dans le bâtiment. Elle ne travaille pas. Elle dit « Mon mari a préféré que je reste à la maison avec notre enfant et de toute façon, je n'ai pas trouvé de poste. » Elle se dit assez isolée, leurs familles respectives vivant dans le sud. Elle vous dit aussi « Mon mari travaille beaucoup, il est très fatigué quand il rentre le soir avec ce nouveau boulot. Il doit faire ses preuves, vous comprenez ?» Dans le milieu médical, on parle d'antécédents en fait. Donc dans ses antécédents notables, elle nous dit qu'elle a fait une dépression à l'adolescence, avec des relations conflictuelles avec sa mère. Elle est cadette d'une fratrie de 3 enfants. Sa maman souhaitait un garçon à sa naissance. Bon, voilà, elle a eu une fille. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 15 ans et elle dit avoir un souvenir violent de leur séparation. Elle n'a aujourd'hui plus de contact avec sa maman. On note aussi donc un tabagisme. Et donc sur le plan comportemental et émotionnel, elle fume toujours pendant la grossesse 10 cigarettes par jour. Elle sait que ce n'est pas bon pour le bébé et son mari le lui reproche régulièrement. Sur le plan obstétrical, donc obstétrical c'est sur le plan de la grossesse, tout est normal. Une grossesse qui évolue bien, l'échographie du 2e trimestre est satisfaisante, mais la patiente nous avoue avoir des difficultés à s'investir dans cette nouvelle grossesse. Elle ajoute qu'elle est fatiguée car son petit garçon se réveille plusieurs fois par nuit. Assez banal de Madame D, Madame Tout le Monde. Est-ce que, au vu de ce qu'on a pu rapporter de cette première prise de contact, vous abordez la question des violences?
Non, pas de notion de violence, mais voilà, peut-être un contexte un peu particulier quand même, où le mari rentre déjà, où il explique qu'il est souvent fatigué. Voilà. En fait, il est dans une position déjà où lui, alors je ne vais pas dire de future agressivité, mais voilà, un peu de retour d'expérience qu'on peut avoir nous sur intervention, c'est des situations qu'on peut trouver. Au départ, ça paraît de manière normale, et puis dans le fil du temps, on commence à creuser, on voit que il y a déjà eu en fait des actes ou des choses derrière, quoi. Mais sur le coup là, non, on voit pas de choses particulières en fait, quoi. Voilà. Une réaction? Si, moi je dirais en fait au niveau des choix de la maman, mon mari ne voulait pas que j'allaite, il ne voulait pas que je travaille, mais en fait on ne sait pas elle ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle voulait allaiter, est-ce qu'elle veut travailler, et c'est là où ça pose question un petit peu. Ouais, oui, c'est une bonne réflexion. On ne sait pas ce qu'elle pense. Ouais, j'entends, elle n'a pas de voiture et elle est très isolée, dépendante. Ouais. Qu'est-ce qui vous interpelle encore dans son histoire, Ouais, donc il y a une rupture de contact dans son histoire de famille. Oui. Il la culpabilise un peu dans ce qu'elle fait. Alors, cette dame-là, quand elle a annulé son rendez-vous, évidemment, elle est passée par notre secrétariat et donc elle n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait annulé ce rendez-vous au tout dernier moment. Ça vous interpelle ? Peut-être que je me trompe, mais... Ah oui, le micro. Ah, le micro. Ouais, dans la continuité de l'intervention ce matin, j'aurais tendance à, peut-être que je me trompe, mais je devine une situation de violence. Alors peut-être que, alors on met pas mal de choses derrière le mot violence, mais en tout cas effectivement le déroulé de cette vignette, c'est plus monsieur. Je ne vois pas madame. J'ai du mal à voir qui elle est, ses désirs. Elle a des difficultés avec son aîné qui fait pas ses nuits. Et je ne la vois pas, elle. Donc j'aurais tendance à effectivement aborder d'ores et déjà la question d'une potentielle violence en tous les cas. Ouais. Effectivement, vous parlez de ce fils qui ne fait pas ses nuits. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se poser la question. Ah non, alors, je dirais... non, c'est juste un contexte en tous les cas. Ah oui, ok. Un contexte. Oh là. Ouais, c'est un contexte en tous les cas qui peut la manière dont Madame va nommer les choses, c'est peut-être pour trouver des explications. Pourquoi Monsieur il est fatigué ? Ah bah oui, mais il fait passer nuit le petit. C'est pas l'élément en tant que tel, celui-là, qui me fait dire qu'il y a une violence. Bien sûr qu'il y a des petits qui font pas leur nuit. Il n'y a pas de violence du tout. Mais c'est plein de petits clignotants où j'aurais peur de mettre de l'interprétatif, mais je vais quand même les mettre. Je vais oser les mettre en tous les cas de quelqu'un qui annule au dernier rendez-vous un rendez-vous. Là aussi, ça arrive, mais je trouverais ça intéressant, peut-être si je suis dans le médical, d'aller sur cette raison-là. Si je ne suis pas dans le médical, je n'irai pas forcément sur ce terrain-là. Mais... Je pense qu'en tant qu'assistante sociale, je ne sais plus si c'est vous qui avez fait partie du pool des assistantes sociales, oui, mais que dans un rendez-vous fixé, y compris vous, dans le champ social, quelqu'un qui annule au tout dernier moment, je pense que vous avez le droit de poser la question de qu'est-ce qui vous avait contrainte à ne pas faire qu'on se rencontre plus tôt. Voilà. Un problème économique ou un problème économique ou autre. Là, on peut penser que ça peut être parce qu'elle ne pouvait pas être vue autrement. Ça peut être aussi des blessures, des coups. Enfin, on ne sait pas si on est dans un schéma. Mais en tout cas, on peut s'interroger. Oui, pourquoi le rendez-vous est reporté ? L'aîné, il a 4 ans, c'est ça ? 3 ans. 3 ans. Donc c'est vrai que par rapport aux nuits, l'arrivée du bébé, bon, il y a des explications qu'on peut donner. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il y a des éléments, en tout cas, Madame, c'est vrai qu'on ne la voit pas à travers, en tout cas, comment elle vit les choses. Elle parle des autres, mais elle ne dit pas comment, elle ne parle pas d'elle.
Donc ce que j'entends, c'est que dans ces petits signes qui sont finalement assez faibles, pris indépendamment l'un de l'autre, on y trouve des explications tout à fait rationnelles. C'est l'accumulation de ces petits signes faibles qui fait que vous vous posez la question et vous vous amenez à deviner une situation, comme l'a dit Monsieur Coutenceau. Et c'est super qu'il soit passé ce matin, ce monsieur. Est-ce que vous voyez d'autres éléments ? En fait, j'ai envie de revenir sur la notion de désir. Et j'avais l'impression, par rapport à ce qui a été présenté, qu'il y avait surtout une notion de contrainte. Elle est contrainte par le temps de son mari, finalement, et sa disponibilité, du fait de la voiture qui est unique. Elle est contrainte par le travail de son mari. Elle l'excuse, elle donne beaucoup d'excuses pour son mari aussi. Elle est absente, elle a été absente la fois d'avant, peut-être pour des raisons de santé, mais ces absences peuvent être liées aussi au travail de son mari. La fatigue est liée à un enfant. On parle de contraintes et d'investissement aussi par rapport à une grossesse qui est présente. Mais vous avez parlé du fait qu'elle n'avait pas l'air... Enfin, je ne sais plus comment c'était nommé, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'elle n'investissait pas la grossesse. Je crois que c'est comme ça que ça a été formalisé. Elle le disait elle-même, ouais. Voilà, elle l'a dit elle-même. Et donc ça, c'est à interroger, je pense, du pourquoi. Est-ce que c'est une grossesse désir ou pas? Déjà, rien que ça. Est-ce que c'est un projet de famille ou pas? Et ça change déjà la donne, sans forcément parler de violence conjugale. Et après, dans le cadre, donc moi je suis assistante sociale, on est amené à faire une évaluation globale de la situation. Et donc, moi je serais plus partie sur la notion de projet et d'isolement. Oui, je ne sais plus si on l'a dit aussi, mais il y a une notion d'isolement, voilà, un isolement de la famille. Oui, c'est ça ce que vous disiez. Ouais. Donc oui, la question de l'investissement de la grossesse, ça doit évidemment nous interroger. Alors nous, en tant évidemment que sage-femme, c'est au cœur de nos préoccupations, mais voilà, comme disait Cathy, c'est un élément supplémentaire parmi... quand bien même on n'aurait que celui-ci, il doit de toute façon nous interroger. Bon, là, avec ce faisceau d'arguments supplémentaires, évidemment que on va à un moment donné lui poser la question, et ça va donc être, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous les éléments. Je pense que vous avez tous bien repéré un peu les nombreux... Ouais. Mais ça montre quand même, si on repense au fait qu'elle investit pas sa grossesse, elle prend pas soin d'elle, enfin, et de son bébé. Ça me parle aussi de nervosité, moi, en tout cas, un besoin d'exutoire ou je sais pas. Oui. Ouais. Une façon de gérer un stress latent, hein. Surtout dans une situation de grossesse où on sait soi-même qu'on peut éventuellement impacter, qu'on va impacter négativement l'enfant en devenir, hein. Il y a la dépression en tant qu'adolescente avec la séparation des parents, donc comment elle s'inscrit, la maman attendait un garçon, elle a eu une fille, donc tout c'est vraiment après ça, c'est la représentation, ce bébé à naître, est-ce que ça va être un gars ou une fille, enfin il y a plein de choses qui vont être projetées, et surtout la dépression, du coup moi en tant que puéricultrice je vais penser à la dépression postpartum, enfin en tout cas c'est ça qu'il va falloir être vigilant à la sortie. Et on est sur une séparation vécue de ses parents décrite comme violente. Qu'est-ce que ça veut dire, violence, pour elle? Et qu'est-ce que ça crée dans la construction de sa propre personnalité, d'être exposée à une violence parentale?
Il nous manque des éléments complémentaires hein, sur la naissance de leur premier enfant, le fait que le papa n'ait pas voulu qu'elle allaite, mais il ait préféré le biberon. On pourrait lui poser la question de savoir ce que ça lui a fait, en fait, comment elle a vécu en fait les choses de ne pas pouvoir nourrir son bébé, enfin allaiter en tout cas son bébé. Et puis oui, sur ses antécédents, effectivement, voilà, de dépression. Donc c'était à 15 ans, mais est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes et comment elle va là? C'est vrai que comme quelqu'un disait tout à l'heure, elle parle beaucoup de son mari, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, mais elle, émotionnellement, comment, à part le fait qu'elle a du mal à investir en fait la grossesse, on ne sait pas trop dans quel état émotionnel elle est finalement. Le comportement de l'un ou le comportement de l'autre vis-à-vis de cet enfant qu'on n'arrive pas à gérer. Comment on gère les pleurs, hein, c'est ce que vous dites, oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il va à l'école que le matin? Ça, isolément, à la limite, il a que 3 ans. C'est pas, voilà. C'est pas obligatoire. Il dort mal la nuit, donc il a besoin de faire la sieste à la maison l'après-midi. Ça tient debout. Ou une façon de faire que madame est occupée à la maison, enfermée un peu plus à la maison parce qu'il y a le petit à gérer et à superviser. Là, pour le coup, on a fait professionnel de santé, elle vient pour le suivi de sa grossesse. Et du coup, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, quand on avait travaillé autour du réseau périnatal par rapport aux professionnels de santé périnatale, c'est aussi parce qu'on sait que c'est un moment où les femmes vont consulter. Quand les femmes sont enceintes, qu'elles gardent la grossesse ou qu'elles ne la poursuivent pas en faisant une demande d'IVG ou qu'elles se retrouvent dans une situation de faire un problème, par exemple de fausse couche ou de grossesse extra-utérine, elles vont être amenées à consulter. Et c'est pour ça que les professionnels de santé périnatale sont... on va dire que c'est des moments privilégiés. On est sûr de capter les gens. C'est pas des gens qui vont forcément aller consulter en dehors de la grossesse. Alors maintenant que vous avez listé tous ces signes d'alerte faibles... Alors juste, Cathy, ce qu'on peut ajouter, effectivement, je rebondis sur ce que dit Françoise, c'est vraiment un moment particulier, c'est un moment de la vie d'une femme où elle voit beaucoup de professionnels, en fait, durant ces 9 mois et un peu après. Les échographies, les consultations, les cours de préparation à la naissance, enfin, il y a multiples occasions, en tout cas, de lui poser la question. Voilà, enfin, de la croiser, de lui demander comment ça va, voilà, et de pouvoir repérer. Et de deviner, donc comme on l'a entendu ce matin, effectivement, une situation. Oui, de déclenchement ou d'exacerbation. Voilà. C'est un des moments de déclenchement, effectivement, ou d'accélération, de dégradation, effectivement, de la violence. Donc maintenant, comment est-ce que vous allez mettre les pieds dans le plat ? Merci. Ce qui me surprend, en fait, c'est que dans l'anamnèse qui est faite, là, la question n'est pas déjà été posée à la base, parce qu'il y a eu plein d'occasions de la poser. Le fait même qu'elle dise elle-même qu'elle a vécu la séparation de ses parents comme étant violente, c'était une occasion de rebondir sur la question des violences. Elle-même le dit, quoi. Qu'il y a un problème de violence dans sa vie. Donc, qu'il soit maintenant ou qu'il soit avant, de toute façon, il est à considérer. Alors pour tout vous dire, en fait, tout les propos qui nous sont ramenés là se situent dans le cadre d'un entretien prénatal précoce. Pour lequel on milite dans le parcours de grossesse, puisque c'est vraiment un temps privilégié pendant la grossesse, idéalement au 4e mois, pour que les futurs parents, les mamans, mais aussi les papas, ils sont invités aussi à cet entretien qui est devenu obligatoire depuis mai 2020 et qui n'est pas une consultation, c'est un entretien, c'est pas l'occasion de repérer une hypertension, de se peser, d'écouter le bébé, etc. C'est vraiment un temps privilégié avec le couple pour faire part des difficultés, des attentes, des
souhaits, du projet de naissance, effectivement. Dans quel cadre arrive cette grossesse, qu'est-ce qu'on a comme projet, en fait, pour la naissance de ce bébé. Et donc, c'est dans ce contexte, effectivement, qu'elle a pu livrer tout ça. Et l'objectif, c'est effectivement que derrière, on soit en capacité, oui, à poser de manière systématique la question. Ce qui est encore vraiment compliqué pour beaucoup de professionnels. Cet entretien, il est normalement mené par une sage-femme ou un médecin formé à l'entretien prénatal précoce. Mais on voit bien que ça reste compliqué, effectivement, d'aborder la question. Donc là c'est vrai qu'elle nous livre beaucoup de choses. Normalement, derrière, on doit pouvoir poser la question. Et donc comment est-ce qu'on la pose, la question? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire? Ce qui m'interpelle, c'est que dès en arrivant, il y a le mari qui est dehors dans sa voiture, qui descend pas. Enfin, moi, je trouve ça assez surprenant pour le parcours, pour la grossesse, qu'il n'y a pas un accompagnement mari et femme. Donc, j'essaierai par ce biais-là d'aborder la chose. Pourquoi votre mari descend pas plutôt que d'attendre dans sa voiture et tout doucement rentrer là-dedans, et peut-être que ça l'aidera à révéler un petit peu des choses. Alors là, ce qu'elle nous dit quand même, c'est qu'il attend pas dans la voiture, il va revenir la chercher. Alors on sait pas pourquoi il est pas là, effectivement, parce on leur propose de venir, c'est de manière systématique, mais c'est pas systématique. Les papas, en tout cas, ne viennent pas systématiquement aux entretiens, et pour multiples raisons. Il peut aussi garder l'aîné, il peut être avec le petit garçon de 3 ans. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, alors je suis assistante de direction et en charge de l'accueil au CIDFF. Et il est vrai que j'aborde systématiquement la question des violences. Lorsqu'une personne souhaite prendre un rendez-vous pour une séparation, par exemple, je vais demander dans quel cadre se fait cette séparation pour m'assurer de faire la différence entre ce qui est du conflit et de l'ordre des violences. Là, en l'occurrence, dans cette situation, c'est vrai qu'il y a un faisceau d'indices qui laisse penser qu'il se joue, qu'il se trame quelque chose. Alors moi, je préfère poser la question, demander s'il existe des violences au sein du couple, et je préfère tout de suite rappeler à la personne qu'il existe différentes formes de violence, puisque je vois ô combien les femmes minimisent les femmes et parfois des hommes minimisent les faits de violence verbale et psychologique, et souvent, j'ai envie de dire la plupart du temps, tout de suite, la personne rebondit sur la question pour me dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de violence physique, non, du tout, mais et en fin de compte, on détricote un petit peu les choses très naturellement. Donc je pose la question, je préfère la poser pour être au clair avec la personne et m'assurer de l'orienter au mieux. Donc vous posez la question tout naturellement et vous avez une réponse toute naturelle. Ça se fait à chaque fois, oui. Alors, il y a un contexte là annoncé parce que c'est une demande pour le CIDFF, mais ça peut être aussi n'importe quel... alors nous, c'est ce qu'on milite, poser la question naturellement. Mais chacun doit trouver une autre technique. Voilà. Là, on a eu 2 exemples, mais je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont leur technique aussi. Pour ma part, j'aurais tendance à rebondir du coup sur les différents points identifiés et voir justement, j'ai parlé tout à l'heure du projet du couple, voir si c'est un projet du couple et comment elle se situe dans cette relation familiale, et déjà voir qu'est-ce qu'elle me raconte par rapport à ça. Et en fonction de ça, après, plutôt que de rentrer dans une question frontale de est-ce que vous relevez des violences conjugales, parce qu'effectivement, la personne peut ne pas se reconnaître dedans parce qu'elle ne sait pas quelles sont les différentes formes de violence, c'est plus décliné, finalement, avec des questions d'ordre
toute banale sur... en fait, il y a un baromètre des violences qui existent avec différentes questions qui montent en graduel. Donc moi, j'interviens en interentreprise. Il y a une entreprise qui utilise ça. Et je trouve cet outil très, très utile. En fait, dans ce baromètre, il y a la situation normale. Est-ce que vous vous sentez épanoui dans votre couple? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous communiquez avec votre mari? Est-ce que vous avez des activités en dehors de la maison? Est-ce que vous côtoyez d'autres personnes? Enfin, pour avoir cette notion de liberté un peu. Puis après, on avance graduellement. Est-ce que vous communiquez bien? Est-ce que vous avez la possibilité d'exprimer vos désirs? Et puis on arrive dans le choix, et puis on va arriver dans les violences psychologiques, et à un moment je vais arriver à dire vous relevez et peut-être des violences conjugales, et là je présente qu'est-ce que sont les violences conjugales, je donne une définition avec les différents types de violences, et je demande à la personne si elle se reconnaît dedans. Voilà, c'est ça. Oui, moi je voulais juste témoigner je suis travailleur social à la Caisse d'allocation familiale, et en réunion d'équipe, on avait travaillé sur cette question-là, de la violence dans le cadre des grossesses, des premières grossesses. Enfin, nous on recevait des premières grossesses à l'époque, et on avait vu un petit reportage d'un médecin traitant qui expliquait, qu'il posait systématiquement la question, et il le justifiait par le fait que il y avait un pourcentage de femmes qui, au moment de cette grossesse, en fait, au moment des grossesses, il y avait de la violence qui apparaissait. Et il le légitimait comme ça. Et c'est vrai que pour nous, ça a été aussi un début de réflexion. Bon, le mettre en place après à notre niveau, c'est encore autre chose. Hein. Mais voilà, c'était de se dire que finalement, des fois, on se complexifie les choses, il faut peut-être être le plus naturel possible et le plus vrai possible, et en expliquant pourquoi on pose cette question-là, et sans forcément... lui, il disait, moi je la fais systématiquement, cette question-là. Je la pose systématiquement. Je ne vais pas aller chercher s'il y a des petits signes. C'est une question qui fait partie au même titre que d'autres questions qu'il peut poser. Donc on a vu comment l'aborder. Est-ce qu'il y a certaines circonstances, certaines choses qui font que vous ne l'abordez pas? Moi, je dirais la peur de braquer la personne, qu'elle se bloque, et que du coup, il n'y ait plus possibilité d'évoquer le sujet avec elle, ou peut-être de poser d'autres questions qui nous auraient pu amener à ce sujet. En tout cas, ça serait un de mes freins. Que la personne se bloque, se braque, et qu'il n'y ait plus possibilité du coup d'aborder le sujet avec la personne. Est-ce que vous avez d'autres freins? Vous travaillez avec des interprétariats ou... Sur le plan de l'interprétation des faits, de ce qu'est la violence. Voilà. Pour les violences psychologiques particulièrement. Les différences de culture, de langue ne sont pas du tout traduites. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. La sexualité, avec certains... Voilà. On a eu le cas d'une personne afghane. On n'a pas pu évoquer la sexualité à l'audience. Il y avait un interprète qui nous a dit « c'est pas possible ». Pour faire de la consultation des personnes en demande d'asile, des personnes migrantes en demande d'asile, avec un gros frein sur la langue, sur la barrière de la langue, de mon expérience, bon, c'est biaisé, elle vient me voir parce qu'il y a eu de la violence, hein. Donc la question elle est déjà posée, mais dans la façon d'en parler, une femme victime de violence ou un homme victime de violence, hein, parce que dans le parcours de migration il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été victimes de violence, la violence reste de la violence quelle que soit la culture. Et le ressenti de la violence est le même, quelle que soit la culture.
Donc, nommer la violence, c'est une façon d'aborder la question et d'y mettre le curseur, parce que votre référent de violence n'est pas le mien. On n'a pas grandi dans la même famille. Votre niveau de tolérance et le mien, en grandissant, n'est plus le même, parce que je pense que j'en ai vu beaucoup aussi. Voilà. Et finalement, ces curseurs sont très interindividuels et intraculturels peut-être, mais donc le fait d'aborder la thématique n'est pas finalement un frein en soi. Alors peut-être que c'est le frein de la victime, hein. C'est celui-là, c'est l'autocensure. C'est le respect aussi de l'intimité et de le fait de se dévoiler, dont on a parlé aussi ce matin avec M. Coudenceau, les freins aussi que les gens se mettent. Je pense que tu le reparles dans ton PowerPoint après sur sur le frein de Madame. Voilà. Il faut que la relation de confiance soit instaurée. Dans le cadre du travail social, on ne va pas la rencontrer dans le même cadre que celui que vous avez présenté. Et la personne peut venir nous rencontrer pour un problème de travail ou un problème de logement, que sais-je. Et donc ce ne sera pas sa première demande. On peut commencer à aborder la question de la famille, mais peut-être qu'on attendra un deuxième entretien, qu'on ait débuté à ancrer une relation de confiance pour pouvoir ensuite réellement aborder ce sujet-là. Ce sera un frein. En fait, c'est un frein, c'est pas vraiment un frein, c'est un planning, temporalité. Je me permets de poursuivre, du coup, c'est vrai que, alors pour le coup, je travaille dans des évaluations de protection de l'enfance et on intervient tout le temps en binôme, en fait. Donc, j'avoue qu'il y a un certain confort aussi, hein, qu'on n'a pas forcément quand on est toute seule ou tout seul, mais pour le coup, la temporalité, pour créer un lien de confiance, elle est importante, et nous, dans nos missions, on n'a pas forcément ce temps-là. Et bien souvent, en fait, on l'aborde très très rapidement, voire au premier rendez-vous, hein. Et par contre, je rejoins la collègue qui disait par rapport en tous les cas, au curseur. Et systématiquement, on va demander, en fait, qu'est-ce que pour vous la violence? Est-ce que une claque, pour vous, c'est une violence? Est-ce qu'une insulte, c'est une violence? Et bien souvent, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes repères. Et en général, on a tendance à demander, à poser des questions, à récolter, et à la fin de l'entretien en disant, voilà, là, vous voyez, vous nous avez dit ça, 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 et pour le coup, nous, à notre niveau, ça représente de la violence. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous protégez vos enfants face à tout ça, quoi? J'avais entendu aussi parler du cycle de la victime, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on est la victime par rapport à cette question-là. Et c'était quelque chose qui m'avait intéressée. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant de voir s'il y a une ouverture en fait à ça ou pas, comment elle en parle. Parce que si effectivement elle va très mal et que c'est peut-être le moment d'en parler, mais si elle est dans le déni par exemple, ou même dans une phase où elle est reséduite, je suis pas sûre, voilà. Dans la temporalité, effectivement, hein, ça c'était important de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elles vont être accessibles et à d'autres pas du tout. Et aussi, oui, vous parliez de voir et revoir, et oui, je pense que quand on a la possibilité de voir plusieurs fois, alors dans le cadre d'un suivi de grossesse où on va les revoir plusieurs fois, si par exemple en entretien elle vient avec son mari et qu'on sent qu'on ne va pas pouvoir élaborer des choses avec elle, aller un peu plus loin, peut-être qu'on pourra le refaire dans 15 jours ou dans une semaine dans le cadre d'un autre rendez-vous. Toute la problématique se situe plutôt dans un instant T où on ne va pas forcément la revoir après, quoi. Voilà. Mais il y avait aussi la notion de lien de confiance, et effectivement, en fonction de ce qu'on va tricoter, tisser avec elle, elle va devenir de plus en plus accessible si on est dans la bonne phase de sa vie. On va le revoir après tout à l'heure avec le cycle. Soit poursuivre le cas, soit poursuivre ton... Alors, donc tu continues là. Allez, on aborde la question.
et elle vous répond. Elle ne s'est pas braquée, elle vous répond comme 9 femmes sur 10. Mon mari est pas toujours de bonne humeur le soir, mais vous savez, hein, il a une charge de travail importante, il a beaucoup de pression. Et ça fait qu'1 an là qu'il est dans son boulot, on lui demande de faire ses preuves, du coup je gère, hein, j'organise la soirée vraiment pour qu'il puisse se détendre, le soulager, parce que avec tout ce stress, c'est vrai qu'il a tendance à s'énerver un peu. Et donc, quand il arrive, tout est nickel, hein. Mon fils, il a dîné, il a pris son bain, il est prêt à aller se coucher. L'histoire, je l'ai déjà lue, comme ça, on a eu notre petit moment tranquille, je l'ai géré. Il n'y a plus que le bisou et on le couche. Et après, je m'occupe de lui. Elle culpabilise. J'arrive pas à arrêter de fumer. Je suis pas à la hauteur, quoi. Je suis pas assez forte. Pourtant, je sais que c'est pas bon pour ce futur bébé. La preuve, mon mari, il trouve que la maison, elle est souvent en désordre. Pourtant, j'ai tout mon temps, hein, pour m'en occuper. J'y arrive pas. En fait, je suis pas à la hauteur, quoi. Je suis pas une... J'y arrive pas. Et pourtant, mon mari est très attentif, il est conscient, il fait tout pour être gentil. Souvent, il m'offre des fleurs. Il fait tout pour se faire pardonner. Bon, parfois, c'est vrai qu'il a été un peu brusque, mais il le reconnaît tout de suite. Hein, et puis s'excuse. Et puis après, on prend la babysitter et puis on va au restaurant. On essaie de repartager un petit moment tous les deux. Et puis même, hein, il me dit je suis tout pour lui, qu'il ne peut pas vivre sans moi. Hein, Top. Qu'est-ce que vous lisez de ces petites phrases ? On va revenir. Dédouane son mari, elle lui trouve toutes les bonnes excuses. Elle lui trouve toutes les bonnes excuses, c'est bon. Elle le dédouane, elle justifie tous les actes de son mari, quoi. J'ai l'impression qu'elle est en hypervigilance, cette dame, puisqu'elle fait tout impec pour qu'il n'y ait pas de contrariété pour monsieur. Hein. Donc oui, là, on a les clignotants qui s'allument plus à tous les niveaux. Là. Le fait qu'elle anticipe peut-être un éventuel énervement de monsieur, hein, en organisant tout. La dévalorisation aussi, hein, sur le fait qu'elle n'est pas à la hauteur. Et puis, on est sur un schéma classique, en fait, finalement. Après, je pense que c'est vraiment important, enfin ça on le dit pas dans tout là, mais de rebondir aussi sur les mots qu'elle met, quoi. Quand elle dit par exemple il peut être brusque, peut-être essayer de qu'est-ce qu'elle met derrière ce terme un peu fourre-tout, quoi. La technique de la reformulation, elle est intéressante. Si elle emploie ce terme de brusque, effectivement, c'est important de rebondir là-dessus. Ouais, tout à fait. Juste, on aurait pu avoir à la place, on a des fois des gens qui nous parlent pas de violence, pas de brusque, mais qui nous disent il a un fort caractère. C'est un truc que vous devez souvent entendre aussi. Et je pense que ça, souvent, c'est important de voir ce qu'il y a derrière ça, quoi. Ok, donc le temps passe, donc on va avancer un petit peu. Il est rangé. C'est inquiétant, très inquiétant, parce que le papa,
n'y a plus que le bisou, tout est fait pour le petit garçon. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il vienne non plus. Lui, ça peut être le grain de sable, en fait. Il ne faut pas qu'il vienne. Faut pas qu'il y ait une question. Enfin, il ne faut pas que madame soit dérangée. Elle doit être disponible pour monsieur. Ou... Il doit être renvoyé à son lit illico presto, je pense. Il a pas de place après. Enfin, ça, ouais. Voir, oui, ou voir des scènes qu'il ne devrait pas voir. Ouais. En tout cas, on peut lui poser la question, oui, effectivement, à la maman, qu'est-ce qui se passe, voilà. On peut être témoin de scènes, peut-être, effectivement, ou en tout cas, ou les faire venir. Quand je disais hypervigilance, je pensais aussi, pardon, c'est une hyper-adaptation, en fait, à la situation, quoi. Elle fait tout pour que tout se passe bien, voilà. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait et vers qui on oriente? Non, il faut qu'on passe à l'autre diapo. C'est bon? Hein? L'autre diapo? Ah oui, j'ai compris. On a trop parlé. Pardon. On passe Madame D. Je sais pas. Pardon. Oui. Je peux passer. Je passe. Bon. Hop, là, je vois un peu bien. Donc, détecter les signaux faibles, donc c'est quelque chose d'important. On en a déjà parlé un petit peu ce matin. Reconnaître les personnes victimes pour vraiment les prendre en charge, parce que tant qu'on ne les reconnaît pas, on ne pourra pas du tout les aider. Et pour mener un entretien, je crois que ça va être important. On parlait tout à l'heure d'entretien. Effectivement, la grossesse, ça concerne le couple. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir quand même des moments où on va recevoir la personne seule. Dans les entretiens, quand tu parles de l'entretien prénatal, moi j'ai plus l'habitude de faire des entretiens pré-IVG et on reçoit toujours la personne seule, au moins dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que le compagnon va pas nous rejoindre en cours d'entretien, parce que ne serait-ce que demander à une femme si elle se sent libre dans son choix d'arrêter sa grossesse, c'est pas quelque chose qu'on peut demander devant quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc ce sera toujours important d'avoir la personne seule pour aborder la question des violences. Je pense que c'est pas possible de l'aborder autrement. Et puis il va être important de connaître le mécanisme de la violence. On a évoqué tout à l'heure le cycle de la violence. Et puis pour les professionnels, ce sera également si on n'a pas de réseau, si on ne sait pas vers où orienter, parce que la violence, c'est pas quelque chose on n'est pas professionnel tout seul dans son coin pour prendre en charge les femmes victimes de violence. Ça veut dire qu'il faudra avoir créé un réseau. Bon, tu en as parlé tout à l'heure, ce qui avait été au départ l'initiative avec le réseau périnatal, ce qui avait été fait pour les professionnels de santé périnatale. Et sans réseau, on est un petit peu démunis. Donc, effectivement, il faut connaître les différentes structures, les différents lieux ressources qui vont aussi aider dans l'accompagnement de cette femme. Voilà, donc on va avancer. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on a vu ce matin. Pourquoi la détection est importante. Un peu de mal, on n'a pas beaucoup de recul. On doit se décaler, je vais aller de l'autre côté. On va bouger. Voilà, donc c'est ce qu'on nous a dit ce matin, effectivement, que la grande majorité des victimes ne parlent pas spontanément des violences qu'elles subissent. On avait parlé de honte, de culpabilité. Voilà. Pour autant, certaines victimes attendent avec espoir d'être questionnées. C'est ce qu'on a entendu aussi ce matin dans l'étude que la psychologue de Rennes 2 nous a retransmise, qu'à la question, elles attendent en fait qu'on leur pose la question. Elles l'attendent vraiment. Et puis il y a aussi celles qui évitent qui tentent d'éviter de devoir en parler parce que, comme on a dit, peur, honte, désespoir, la sensation que de toute façon on ne pourra pas améliorer leur situation. Donc voilà. Donc dans tous les cas, le dépistage systématique, le questionnement systématique, comme on a dit, est important. Alors peut-être on va passer. On va oser poser la question. Ça c'est ce qu'on a effectivement dit.
Alors, je voudrais peut-être, on va avancer un petit peu et puis revenir, on va y revenir après sur l'entretien, mais connaître les mécanismes, ça on va pas y revenir, on l'a vu tous ce matin, les différentes formes de violence, donc on va passer. Voilà, la différence entre conflit et violence conjugale, peut-être on peut s'arrêter un petit peu là-dessus. Vous prenez le relais donc les conflits, donc le conflit conjugal, on voit bien, hein, les deux bulles sont identiques. Alors c'est femme-homme, mais ça peut être homme-homme, ça peut être femme-femme. Effectivement, voilà, on aurait pu. C'est le restaurant vietnamien et le restaurant thaï. Voilà, c'est ça, exactement. Au début de la relation. Pas 6 ans après. 6 ans après, si, parce que on peut dire quand même à l'autre que son taille il nous comme ça, et que finalement on va aller manger mexicain. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, en tout cas, c'est 2 points de vue qui s'opposent dans un rapport d'égalité. C'est-à-dire que voilà, chacun a le droit à voix au chapitre. Voilà, on peut argumenter, on n'est pas d'accord et on a le droit d'avancer nos arguments et ça dans un échange qui peut durer, effectivement, on peut se faire la gueule pendant 3 jours, hein, mais voilà, dans un rapport en tout cas d'égalité. Dans tous les cas, chacun garde son autonomie et c'est évidemment autorisé par la loi. Voilà. À la différence des violences conjugales, bon, là on voit très nettement avec nos petites bulles hein, que là, voilà, l'auteur a phagocyté voilà, sa victime. Là, il y a un rapport de domination, de prise de pouvoir, et puis voilà, par ses propos, en fait, l'agresseur va chercher à contrôler. Ça, on nous l'a redit effectivement ce matin, et avec dans le but de nuire. Et évidemment, c'est interdit par la loi. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que voilà. Et l'agresseur est toujours égocentré et immature. On a bien retenu le message ce matin. Oui, ça nous a tous bien parlé, je pense, effectivement. Donc ce cycle de la violence, peut-être vous l'avez tous plus ou moins vu, peut-être pas sous cette forme-là. Ça, c'est donc ce petit schéma, il nous avait été inventé en fait par le directeur de communication de la préfecture, Monsieur Elegouarch. Donc voilà. Un petit clin d'œil à lui parce qu'il nous avait fait un beau travail sur donc, cette plaquette pour les professionnels qu'on avait distribuée donc, en 2018. Et donc voilà, ce cycle nous permet de prendre conscience voilà, des différentes phases déjà hein, qu'il peut y avoir, et en fonction de la phase dans laquelle on est, eh bien, cette victime à qui on va s'adresser va être plus ou moins en capacité effectivement à recevoir notre questionnement et va être plus ou moins à l'aise effectivement pour y répondre. Ce schéma, il permet, au même titre que le violentomètre, de poser une discussion avec une personne qui peut-être ne se reconnaît pas comme étant une victime et de décrypter sa situation pour voir effectivement si on est dans leur mode de fonctionnement dans un cycle hein, évolutif. Et puis c'est aussi une façon de lire leur fonctionnement et à quel endroit du cycle ils se trouvent, et effectivement à adapter aussi notre questionnement, notre message et notre discours, puisque comme il y a le cycle de violence, il y a le cycle de la victime, et au moment de la lune de miel, la victime elle est dans le déni. Donc vous aurez beau parler, ça ne marchera pas, et dans ces cas-là, c'est au 2e rendez-vous, après la crise, que vous pourrez éventuellement mener des actions ou ouvrir la discussion. Hein, donc c'est effectivement c'est la base en fait de la prise en charge d'une victime et ou d'un auteur. C'est ce schéma-là qui vraiment va être assez central dans notre analyse et dans notre message et notre prise en charge. Je me permets juste de faire un petit aparté sur ce schéma du cycle de la violence. Il parle beaucoup aux femmes aussi. Si vous avez des affiches sur le cycle de la violence dans vos locaux, où vous recevez les femmes ou dans les salles d'attente, en général, elles sont pas insensibles et elles arrivent à reconnaître. Karine nous dit qu'il faut qu'on accélère parce que dans 5 minutes on a fini. C'est très frustrant. Mais... Non, on va juste... Donc la diapo d'après, donc voilà, importance de repérer où en est la patiente. Et puis ça nous permet ça nous explique qu'on est vraiment dans un contexte d'emprise et non pas dans une ambivalence
Ça, je l'ai entendu, moi, récemment, en fait, hein, d'un médecin généraliste qui pensait que sa patiente était ambivalente. Alors, elle n'est pas ambivalente, en fait. Elle est vraiment dans un phénomène d'emprise. Donc, elle n'est pas en train de se dire je voudrais partir, je voudrais pas partir. Enfin, voilà, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le phénomène de traumatisme. Et il n'y a pas non plus de notion de co-responsabilité des violences, en tout cas. Voilà. Ce cycle qui peut se répéter plusieurs fois et s'accélérer avec le temps. Et d'avoir la notion aussi que il faut plusieurs départs avant le vrai bon départ, c'est-à-dire qu'elles partent et puis elles reviennent, et que voilà, en général, le vrai départ en moyenne est au bout de cette tentative. Voilà. Et que le cycle, alors ça je trouvais intéressant aussi ce petit schéma. Donc au départ, hein, comme on a vu tout à l'heure, les 4 cases étaient assez équilibrées, hein, avec la lune de miel, et puis voilà, avec une belle grosse lune de miel, hein, où on prend le temps d'aller au restaurant, des fleurs, du week-end, bon voilà, et petit à petit, bah, ce temps de lune de miel se rétrécit avec des épisodes violents qui sont de plus en plus importants et un phénomène qui s'accélère. Voilà. Alors, on a parlé des 12 derniers mois pour une autre étude, mais là, dans le cadre des violences conjugales, repérer cette accélération en intensité et en fréquence du cycle des violences et de reconnaître les critères de danger immédiat de passage à l'acte d'homicide conjugal, ça c'est notre rôle essentiel en tant que différents professionnels sensibilisés, hein, à la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Le but c'est de l'en faire sortir et surtout de l'en faire sortir vivante. Voilà. Ces critères de danger imminent, hein, de situation particulièrement dangereuse pour la victime, ils sont essentiels à connaître. Ils sont pas mal dans les grilles d'évaluation, elles sont pas mal listées. Et ça, c'est vraiment des choses à connaître. Cette accélération sur 12 mois en intensité et en fréquence. Les violences physiques et sexuelles, notamment lorsque la femme est enceinte. Les mécanismes de strangulation et d'étouffement. Voilà, la consommation de produits au moment du passage à l'acte par l'auteur. La présence d'une arme à feu. Madame Ledin, j'en ai oublié. La rupture de soins pour l'auteur. Ouais, la rupture de soins pour le mis en cause, et puis les antécédents judiciaires, et puis le handicap, à la fois pour l'un et pour l'autre. Les addictions, oui, docteur, vous en parliez. Voilà, ouais. Beaucoup de facteurs à repérer. Et voilà, ça c'est des choses qui nous permettent de faire la nouvelle dérogation au secret professionnel, qui nous permettent aussi de signaler ces violences lorsque la personne n'est pas en capacité de les signaler elle-même et de prendre elle-même ses démarches, ses dispositions. Voilà, il faut, si vous avez repéré ces critères d'emprise et ces critères de danger immédiat, il faut signaler, il faut protéger. Et après, peut-être que pour terminer, on peut se dire aussi que si voilà, après avoir posé la question, si on a une réponse négative, mais que quand même on devine, comme on nous l'a dit ce matin, on peut peut-être aussi nommer les choses, dire voilà, dans votre situation, avec ce que vous venez de me dire, moi ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir voilà, une problématique de violence au sein de votre famille. Donc si la personne n'est pas en capacité à nous le dire, lui dire que dans tous les cas, qu'elle peut revenir, en fait, je pense que c'est ça aussi l'important, c'est qu'elle sait qu'elle peut revenir déposer en fait son histoire auprès de nous, qu'on peut voilà, que la porte est toujours ouverte. S'il y a eu en plus dans une salle d'attente ou des plaquettes, des affiches, des flyers qui nous montrent qu'on est sensibilisé, voilà, elle n'est pas prête aujourd'hui, mais elle le sera peut-être à un autre moment. Ça, je pense que c'est important aussi qu'on le sache une fois qu'on a ouvert cette porte-là. Mais voilà, nommer quand même les choses, lui dire que c'est normalement interdit par la loi et que voilà, qu'on est prêt à l'écouter une autre fois et à l'aider aussi, voilà, et à l'orienter. Donc nous avons tenu le timing. Nous sommes disposés, si vous avez des questions, des précisions, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, très rapidement. De Madame D. On s'est arrêté et en fait, vous l'orientez comment? Merci.
Madame D, le premier cas. Comment vous l'orientez après? Une fois qu'on suspecte les violences? Alors, Madame D, déjà, on va lui demander ce qu'elle veut. Ce qui est le plus important pour elle. Parce qu'on sait très bien que chez les victimes de violences conjugales, elles réfléchissent plus comme tout le monde et leurs priorités ne sont pas forcément celles que vous trouvez prioritaires. Et que si vous voulez travailler avec elles, il faut avancer avec elles. Donc il faut qu'elle ait, effectivement c'est une relation de confiance, c'est un partenariat, on part de ses priorités à elle, on vérifie qu'il n'y a pas de danger immédiat pour elle, on envisage un scénario de protection et si sa question elle est plutôt d'ordre social, on va l'orienter vers l'assistante sociale de secteur, le CMS ou l'assistante sociale de l'hôpital si c'est une demande en intra-hospitalier. Si c'est une demande juridique, on va l'orienter vers une association où on va pouvoir trouver des juristes, comme France Victime, comme au CIDFF, comme à l'Écoutille, aussi qui a un autre centre d'écoute. Est-ce qu'elle veut rencontrer d'autres personnes, pouvoir parler, pouvoir avoir une bulle de bien-être, une petite pause dans sa vie où elle lâche un peu prise? Ça peut être aussi un centre d'écoute comme l'Écoutille. Ça peut être un besoin psychologique, un soutien psychologique parce que jusqu'à maintenant elle tenait, mais en fait elle est à 2 doigts de craquer cette dame et puis on parlait de la dépression du postpartum donc c'est peut-être une rencontre avec un psychologue qu'il va falloir discuter avec elle. En tout cas il faut que chaque professionnel sache aussi lui mettre ses limites par rapport à son propre rôle. Moi je suis médecin, je vais l'accompagner dans le soin mais je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre et il faut aussi lui rappeler, lui expliquer où ça va s'arrêter votre accompagnement et qui va être la personne relais pour cette partie d'accompagnement. Vous ne lui fermez pas la porte sur votre accompagnement à vous, mais on s'appuie sur une pluridisciplinarité pour pouvoir l'accompagner sur ses besoins à elle. Voilà. Non. Certaines ont cette conscience. Voilà. Je demande, est-ce qu'une personne en dehors de son cadre, mettons, évidemment, elle va être capable de dire je suis en danger immédiat si son mari arrive avec un couteau, mais en dehors du contexte, est-ce qu'elle va être capable de dire qu'elle est en danger immédiat? Non, parce que souvent elles sont... alors quand on arrive à ces stades-là, on est chez une femme qui est bien psychotraumatisée. On a évoqué vite fait la dissociation ce matin par Monsieur Coutenceau. Effectivement, elles ne sont pas toutes dissociées et en permanence dissociées, mais effectivement, leur mode de pensée, il y a des troubles cognitifs liés à la fatigue, il y a des troubles attentionnels, il y a du déni. Donc elles ne sont pas forcément toutes en capacité de se rendre compte qu'elles sont en danger immédiat. Là, ça va être à nous de travailler avec elles, de discuter avec elles pour voir si effectivement elles rentrent dans les critères et de s'appuyer sur les grilles qui sont déjà prédéfinies, qui nous permettent d'orienter l'urgence de notre action et de lui faire aussi appréhender. Hein. Mais il y a des femmes qui sont tout à fait capables de dire si je rentre chez moi, il va me tuer. Et c'est un vrai, il va me tuer. Et d'autres qui ne s'en rendent absolument pas compte parce que ça a tellement été insidieux et progressif sur des années qu'elles n'en sont tout à fait incapables. Donc la situation, elle est individuelle à chaque fois.